Je me souviens que certaines notes techniques, lues dans les herbiers de botanique, faisaient ressembler les végétaux à des espèces fantastiques. Les branches ne se terminent pas. Après chaque fleur poussent des tiges et des feuilles. Les branches continuent de grandir. Les branches ne se terminent pas. De quelle espèce d'arbre infini ces commentaires scientifiques pouvaient-ils bien parler ? Je me souviens de Socratea exorhiza, Socrate aux racines aériennes, l'arbre qui marche et se déplace seul dans les forêts d'Amérique centrale. Je me souviens du garoé, l'arbre fontaine géant des aborigènes Guanches del Hierro, qui récupérait au ciel l'eau des bruines et des brouillards pour la renvoyer à terre. Arbre saint, arbre douche, mort de trop d'eau et de vent dans un ouragan en 1604. Et je ne sais pas quelle a été la douleur des Guanches ce jour-là. Je me souviens de Jomon Sugi et de ses 7200 ans passés dans les matins brumeux de Yakushima, au Japon. Du cyprès d'Abarkou, vers encore de ses 4500 ans en Iran, je me souviens des plantes et de leur capacité à n'y pas croire. Je me souviens que les grands chênes sessiles de la forêt de Tronchet ont été plantés par Colbert au XVIIe siècle. Ils étaient destinés à la construction navale, destinés à devenir mâts et membrures de perfection pour que sa future majesté, le roi de France de l'an 2000, possède la meilleure flotte et les plus grands navires de guerre d'Europe. Que représente pour nous aujourd'hui cette vieille forêt domaniale, désormais arrivée à maturité, nous qui ne connaissons plus ni roi, ni construction navale en bois. Je me souviens qu'un créateur russe de variétés de pommes de terre disait « For breeders, no borders ». Pour les hybrideurs, pas de frontières. Je me souviens de l'Institut agronomique national du Rwanda, dont les années de travaux et de connaissances ont été sauvées de la destruction complète durant la guerre, parce que, longtemps auparavant, des copies de ces collections de graines et de semences avaient été dispersées à l'étranger, au CIAT, Institut agronomique colombien, et auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, à Rome. Partons de cela, ce que je tiens entre mes doigts. Une semence passée de main en main jusqu'à la mienne. Une parmi d'autres innombrables. 1 centimètre à peine. Extraite d'un sachet, lui-même sorti d'une boîte métallique, préservée dans une chambre froide. J'y reviendrai. Semence. Graine ou autre partie d'un végétal, apte à former une plante complète après semis ou enfouissement. Sperme, substance reproductrice. Germe d'où naît quelque chose. Semence avant la naissance, qui existe dans ce qu'elle engendrera, 1 centimètre de futur. J'écoute celles et ceux qui vivent avec les semences et j'entends jardins et marchés, laboratoires et conservatoires, sur Internet et dans les assiettes, à l'unité et par milliards, d'une maison à l'autre et au sein des multinationales, de main en main, de terre en terre, ici et sur la carte du monde. J'entends scientifique, technique, économique, politique, cultiver, conserver, produire, sélectionner, étudier, acclimater, hybrider, nommer et classer, compter et trier, faire entrer dans des milliers de listes, disséquer jusqu'à l'os génétique, échanger, négocier, acheter, convertir en argent, en ressources, en brevets. J'entends nourrir, mourir parfois, semences pour lesquelles et par lesquelles on se bat le cas échéant, comme lors du siège de Leningrad en 1943, lorsque, selon l'histoire, la mémoire et quasiment la légende, les employés de l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg ont préféré se laisser mourir de faim au milieu de leur collection végétale, plutôt que de la laisser aux mains des armées ennemies. Une semence est une idée, un idéal pour certains, une idéologie parfois. Une semence est tout sauf naturelle. On n'arrive pas à voir ni à comprendre. Malgré tous les appels, les avertissements, ça ne prend pas. Ça bouscule trop d'habitudes, trop de siècles d'habitudes. Comme les banques et les grandes entreprises, le monde et l'humanité sont profondément ancrés dans la catégorie des « too big to fail ».
Les semences ont-elles une histoire, une mémoire, comme les humains avec les humains? Qu'est-ce qui relie le vivant et le vécu? Les carottes ont toutes exactement la même couleur et la même taille. Elles sont parfaitement alignées dans leur cagette, pas une ne dépasse et ça donne un peu une idée de perfection. Les supermarchés ont des rayons colorés et très graphiques. Les semences appartiennent-elles au monde entier ou bien ont-elles une nationalité, une idéologie, des frontières? Un jour, quelqu'un, je ne sais plus qui, m'a fait remarquer qu'entre nourriture et pourriture, il n'y a qu'une toute petite lettre de différence. Ça peut être vrai parfois, mais tout de même, tout n'est pas si simple. Comment humains et semences collaborent-ils, s'assemblent-ils, se rassemblent-ils, se ressemblent-ils? Une pomme industrialisée des années 2000 possède 100 fois moins de vitamines qu'une pomme cultivée dans les années 1950. La question est donc, doit-on manger 100 fois plus de pommes pour avoir le même résultat nutritionnel? Doit-on s'adapter à cette réalité et dire aujourd'hui, pour votre santé, mangez au moins 500 fruits et légumes par jour? Que se passerait-il si on faisait parler les semences? Quelles histoires nous raconteraient-elles? Avez-vous déjà parlé à un haricot? En France, les tomates sont rouges. Depuis des siècles, leur nom en italien est pomodori, les pommes d'or. En russe aussi, on utilise ce nom et on dit pomidori. Et les Japonais n'imaginent pas une tomate qui ne soit pas jaune. La linguistique peut nous apprendre des choses sur la botanique, semble-t-il. Que se passe-t-il lorsque les semences voyagent, migrent, circulent? Que se passe-t-il entre deux stations? Margarita Vishnikova, professor and head of the Department of Grain Legumes Crops in Vavilov Institute of Institut Vavilov de ressources génétiques végétales, Saint-Pétersbourg, 28 novembre 2019. Je rencontre Margarita Vishniakova, biologiste, responsable de la collection Légumes-Graines. 47 000 accessions, 47 000 éléments, inventoriés et conservés. Variétés commerciales, scientifiques, locales, espèces sauvages, parents sauvages de plantes cultivées. Margarita dit il faut connaître chaque accession de manière personnelle. Origine, zone climatique, caractéristiques, usage. Le lupin est utilisé dans la cosmétique. Le soja sert à l'industrie plastique et aux biocarburants. Le haricot a des propriétés fertilisantes en fixant l'azote. Dans son bureau, je vois des images d'arbres qui lui rappellent sa région natale, l'Oural. Des photos de famille, des ouvrages scientifiques, des plantes ornementales, un calendrier. Et sur le mur, un tableau du généticien russe Nikolai Vavilov, sous forme d'icône, œuvre d'un ancien collaborateur de l'Institut. Il représente le scientifique, en tenue de prisonnier, recroquevillé et amaigri, tenant à la main un frêle épi de blé. Sur son corps et autour de lui, des dates, des listes de distinctions, des épisodes de sa vie. Naissance, formation, mariage, expédition. Mort dans les prisons staliniennes en 1943. Mort de faim. Lui dont l'ambition était de nourrir l'humanité. Et je me dis que j'aimerais bien me mettre en quête de la personne qui a réalisé cette icône. Je me dis qu'il se joue ici quelque chose entre les humains et les semences. L'histoire et la mémoire, la politique et la science.
Sait-on comment, pourquoi, se développent les goûts et les couleurs, l'attirance, l'appétence et l'appétit des paysans, des sociétés, pour une espèce, une variété, pour ceci ou pour cela, qui poussera et se mangera? Pourquoi comment le choix d'une agriculture, l'autre, et telle ou telle plante en champ, plante en plat et en cuisine? CRBA, Centre de ressources de botanique appliquée, Charlie, 16 janvier 2020. Domiti Mukankubana est spécialiste du haricot. 30 ans à l'Institut des sciences agronomiques du Rwanda, puis la France, Lyon. C'est elle qui retire la semence de la chambre froide, la place dans sa main et la fait parler. Haricot bord nain du Mont d'Or, dit-elle. Variété lyonnaise. Sans parchemin ou mange-tout, dit-elle. Adaptative. Tégument violet-brun virant au noir. Gousse jaune, cycle court, protéines, dit-elle. Souche colombienne, résistante au soleil et aux fortes pluies. Domiti, il y a d'autres choses à dire, beaucoup, sur les semences et les humains. Calcul. Le sol, le socle, le limon et le substrat, sa vie, sa force et ses faiblesses, intrinsèques, extrinsèques, et tout ce qu'il peut bien pleuvoir de pluie pour venir nourrir. Le roc et le caillou, comptés au mètre carré, l'acide et l'alcalin, le sel, l'oxygène, N, P, K, azote, phosphore, potassium, circulation et rétention, champ de peine ou bien de grâce, va savoir, et tout ce qu'il pleut de pluie pour faire réaction, pour venir tremper, dissoudre et imprégner. La même semence, déjà vue ailleurs. Dans une autre main, la main de Margarita Vishniakova, qui l'a fait parler à son tour. Qu'il extrait de la collection Légumes-Graines, catalogue 1121, numéro 23451, qui renvoie à un sachet, qui porte une étiquette. Villemorin-Andrieux et compagnie, marchand grenier, 4 quai de la Mégisserie, Paris. 500 grammes, 5 francs 20. Ici conservé depuis un siècle, remis en culture tous les 5 ans. Calcul. Jour de jour pour le travail et le grand œuvre de la lumière qui baigne, colore et affermit, rassemble et sollicite. Jour de nuit pour accomplir, consommer, consumer, épuiser, respirer. Rythme de ciel, rythme d'ardeur, nictéméral et circadien, et de là-haut, tout ce qu'il pleut de pluie pour venir chérir et renchérir. Et encore, le froid, le feu, la morsure, ce qu'il faut de résistance, de retour et de réserve en soi quand meurent les réserves en sol, retrouver ou tenter, activer, réactiver, gènes anciens, gènes dormants, pour frayer et se hisser quand même, quand tout ce qu'il pleut de pluie ne peut plus, quand tout ce qu'il pleut de pluie ne peut plus. Cette semence, un jour prochain, qui sait, triée par Galina et Ekaterina, le duo mère-fille de la section haricot, empaquetée dans un autre sachet, destination Station Vavilov, Lyon, France. Mais calcule encore, car la terre et le climat ne suffisent pas, n'expliquent pas comment, pourquoi l'on ne cultive qu'haricots jaunes au Burundi et blanc de blanc pour le Congo. Pourquoi comment le paysan du Rwanda, le plus pauvre que tu trouveras, refusera la graine cadeau que tu apportes si tes haricots ne sont pas rouges, du rouge le plus noir d'un rouge d'absolu. Alors, quoi donc? Alors, d'une station à l'autre, rencontrer les humains pour faire parler les semences. Parler des semences pour rencontrer les humains.